Merci beaucoup Dominique. Merci à Mathilde pour ces deux interventions complémentaires parfaitement claires et qui nous éclairent vraiment sur le positionnement de ces traitements. Donc on va ouvrir le débat. Alors il y a déjà quelques petites distinctions ou perceptions différentes entre nos deux orateurs. On laissera débattre bien sûr et répondre. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Il y a un micro qui passe. Il faut un micro. Alors. Oui, bonjour. Moi, je me pose une question. Bon, moi, je suis gériatre, hein, donc j'annonce la couleur tout de suite. On dit une grande partie des ARIA sont asymptomatiques. Finalement, c'est un événement vasculaire comme un autre, on pourrait dire. J'exagère un peu. Les événements vasculaires sont associés à des déclins cognitifs qu'on mesure finalement beaucoup plus tardivement. Donc finalement, est-ce qu'un certain nombre de ces événements ARIA, notamment œdémateux, qu'on considère comme asymptomatiques, le sont réellement? Et est-ce qu'on pourra un jour s'en rendre compte seulement? Sachant que ces patients déclinent naturellement aussi sur le plan cognitif à cause de leur maladie. C'est une très bonne question. Et je ne pourrais pas répondre sur une étude qui a duré seulement 18 mois. Donc là, on est clair, c'est que 18 mois, c'est encore court à l'échelle de la maladie. Après, peut-être plus quand même les événements vasculaires hémorragiques que le côté œdémateux. Après, en plus, ce qui est quand même difficile, parce qu'on le voit dans l'étude, c'est que la plupart des ARIA qui ont été observés dans le groupe placebo, il y a un tout petit peu d'ARIA œdémateuse, mais il y a des ARIA H, mais qui font aussi partie de l'évolution naturelle de la maladie, en fait. Donc, je ne vous réponds pas, franchement, on ne sait pas. C'est clairement une bonne question, parce qu'en vasculaire, on sait très bien que l'accumulation de microblitz et de microlésions vont concourir au développement des troubles cognitifs. Clairement, les patients qui ont une maladie d'Alzheimer sont exposés de manière plus fréquente à ces lésions. C'est pour ça qu'on en retrouve dans le groupe placebo à un niveau finalement non négligeable. Mais la question est tout à fait pertinente, mais on n'aura pas la réponse probablement avant plusieurs années. On n'aura pas la réponse si on ne cherche pas. Milou. Ouais, je reviens sur un point extrêmement important que tu as souligné, qu'un de nos collègues a souligné, tu l'as mis dans la diapositive, c'est le processus scientifique ou démocratique. C'est excessivement important pour plusieurs raisons. D'abord, le processus démocratique a découlé d'un processus scientifique. C'est l'intervention d'un pays qui n'était pas d'accord qui a mené le grand désordre qu'on connaît. Et démocratiquement, donc, le vote a conclu à ce que l'on connaît. Quand on sait que, je dirais pratiquement 60% du marché du médicament est aux États-Unis et dépend de la FDA, laquelle FDA a un processus qui n'est absolument pas démocratique, puisque le président, s'il est républicain en particulier, peut influencer énormément les décisions de la FDA. Ce n'est certainement pas le cas pour l'instant en Europe, mais lorsqu'il y a des va-t-en-guerre qui prennent décision, qui essaient d'obtenir l'agrément des autres pays, c'est très important que cela résulte en un processus démocratique qui passe par un vote. Donc je pense que c'est la raison majeure. Il y aura d'autres produits qui viendront dans d'autres pathologies qui amèneront aussi ce type de vote démocratique, mais il est toujours basé sur un processus scientifique au départ. Milou vient de nous faire la synthèse de la dissertation philosophique, c'est-à-dire que, en tout cas, un des éléments de discussion, effectivement, il faut qu'il y ait à un moment donné une décision qui s'appuie sur un vote, mais c'est aussi une démocratie à l'intérieur des groupes qui font l'évaluation scientifique. Et Milou connaît très bien le fonctionnement de ces structures. Mais ce que je voulais dire dans la question un peu provocatrice, il ne faudrait pas que la décision de la mise sur le marché d'un médicament ne dépende que de l'avis de la Commission européenne en l'occurrence, et d'un vote qui se détacherait des éléments scientifiques
comme éventuellement ça pourrait être le cas dans diverses situations. Aux États-Unis, c'est encore plus compliqué, puisqu'effectivement, il peut y avoir une influence directe du pouvoir politique, ce qui est probablement encore plus malsain. Un complément? Un avis différent? Oui, moi je dirais que le processus, bien sûr que le processus, il doit être scientifique, ça c'est sûr. Et c'est sûr que c'est ce qui pose problème, c'est qu'on n'est pas absolument satisfait du résultat. Il doit être démocratique. Attention qu'il ne soit pas économique. Parce qu'aujourd'hui, on a déremboursé en France, alors que quasiment dans aucun pays d'Europe, les anticholestérasiques, enfin dans les autres pays d'Europe, ils sont souvent pris en charge. On a déremboursé en France les anticholestérasiques. On parle aujourd'hui de les rembourser. Nous, on a des patients chez qui on n'a pas arrêté les traitements par anticholestérasiques, mais on les prévient que ce sera à leurs frais, d'accord ? Et on leur annonce une maladie grave pour lesquelles on ne va rien faire, où ils sont sûrs de mourir dans les 10 à 15 ans. Donc, c'est quand même... ils ont travaillé toute leur vie, ils ont participé à la sécurité sociale, et eux, ils ne comprennent pas pourquoi. Donc, attention aux décisions qu'on prend, parce que la décision, il y a aussi une dimension dont on a complètement oublié, c'est qu'elle doit être aussi médicale. Et surtout médicale. Mais la médecine ne peut être montée que de leurrer les patients. Un micro pour en bas, là. Vous pouvez me passer le micro, oui. La question, c'est, ça sert à quoi de leurrer les patients? Je vais vous passer votre... Alors, ça, évidemment, c'est très important. Évidemment, il ne faut pas leurrer les patients. Après, on ne répond pas complètement à la question. On sait qu'on enlève l'amyloïde. On sait pas on sait que ça ne suffira pas et qu'il faudra un antitaux. Est-ce qu'il fallait décider le mettre à disposition du patient? C'est à discuter. On a besoin de long terme, ça c'est sûr. Mais on ne doit pas non plus priver les patients d'un accès à un traitement. Et de toute façon, les patients, on les informera. Et le fait qu'il y ait un protocole de mise en place va permettre en tout cas de les informer des risques pris. Et il y a des patients français qui sont partis à l'étranger pour se faire soigner parce que la France ne leur permettait pas d'accéder au traitement. En même temps, on a des patients à qui je me souviens d'un patient avec qui on avait annoncé une SLA et il est parti en Tunisie pour recevoir je sais quel traitement dont on savait qu'il n'était pas efficace. Donc ce n'est pas une vraie réponse, ça se discute. Mais là, il y a quand même... la démocratie à l'échelle d'un pays, c'est bien, mais c'est vrai qu'on aurait presque... on perd le système d'acceptation mondiale et de pensée mondiale de la santé, et on en aurait besoin, parce que voir un patient partir à l'étranger, c'est compliqué. Et surtout, il y a une donnée qu'on n'a pas mise en jeu, c'est que là, sur le plan médical, il y a quelque chose qui vient d'arriver, c'est l'aide active à mourir. Alors, l'aide active à mourir telle qu'elle est pensée en France, c'est pas accessible aux personnes qui ont un trouble cognitif. Mais nous, on a Grenoble, on habite à 2 heures de la Suisse. Donc les patients, quand ils veulent pas vivre la maladie, ils y vont. C'est des cas rares. Mais je peux vous dire que, et ça m'est arrivé cette semaine, donc c'est comme ça, c'est le hasard. Quand vous parlez d'une solution de traitement et que vous redonnez un espoir à quelqu'un, un espoir de quoi? Un espoir de quoi? C'est une vraie question. Franchement, quand on est... Parce que alors, le débat démocratique, c'est aussi la pression politique et la pression de la population, parce que ça va au-delà du vote dans les instances. Pour moi, le démocratique, c'est le peuple qui pousse, qui appuie, et sauf que si on leur donne pas les bonnes informations, forcément, c'est un leurre, et donc je vois pas ce que ça amène aux gens de leur faire croire qu'on va les guérir. Parce qu'il y a plein de maladies où il n'y a pas de traitement, et c'est pas pour ça qu'on s'invente des faux traitements. Non, mais on leur dit pas qu'on va les guérir, mais on leur dit pas qu'on va les guérir avec des anticholinésterasiques, ils le savent, et pourtant, des fois, ils franchement, comment? C'est pas forcément bien expliqué. Il y a un traitement, les patients, ils le veulent. Mais non, voilà. Non. En tout cas, je ne sais pas comment font mes collègues, mais moi, je peux vous dire que je ne leur dis pas que je vais les guérir. Je leur dis, je ne vais pas vous guérir, mais je vais vous soigner et vous accompagner. C'est un débat important, mais qui dépasse bien au-delà de la maladie d'Alzheimer. C'est qu'est-ce que la collectivité doit assumer dans la prise en charge des pathologies. Et on peut tout assumer, y compris des soins qui ne sont pas pertinents, admettons.
Mais derrière, il faut le financer. Donc, soit on accepte de payer plus d'impôts, je vous fais simple, parce que derrière, l'argent, il n'est pas magique. Hein. Soit on restreint. Alors, il y a des pays qui sont beaucoup plus restreints que nous, hein, qui vont dire on dialyse plus au-delà de tel âge, etc. Ce qui n'est pas les choix qui ont été faits en France. On a les choix pour l'innovation, etc. Mais il y a des choix qui sont liés au choix de la commission de transparence, quelque part, qui sont de dire, bon, ben, si la taille des faits ne dépasse pas les seuils de significativité clinique qui sont définis scientifiquement, c'est-à-dire que ce n'est pas perçu par le patient comme une amélioration, c'est ça les seuils de significativité clinique, ben dans ce cas-là, on ne prend pas en charge. C'était les choix jusque-là, et ça remettrait un peu, le fait de rembourser ces traitements, remettrait un peu cette décision-là et ce domaine, et poserait la question de, d'accord, mais on va aller jusqu'où? Parce que si on regarde qu'il y a 300 000 patients, le poids de la décision de rembourser, même si c'était gratuit, ça veut dire des IRM à répétition, des hôpitaux de jour tous les 15 jours pour ces patients, des PL, des génotypages, on n'a pas les moyens actuellement, sauf si vous me dites au contraire, sur ce qu'on a actuellement, de le financer, de prendre en charge. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on paye en plus pour armer, avoir des neurologues qui sont opérationnels pour faire les hôpitaux de jour, etc. Donc c'est un impact sur le système de soins qui est important. Alors si on le fait à moyen constant, ça veut dire qu'on va décider d'enlever du soin ailleurs pour pouvoir armer dans cette... Donc c'est des choix en enveloppe fermée. Soit on enlève quelque part parce qu'on veut augmenter ailleurs, et en fait on fait passer dans les vases communicants. Et la question c'est, est-ce qu'on fait passer dans un vase communicant parce qu'il y a un besoin qui est légitime, hein, que j'entends bien sur l'Alzheimer, une maladie dramatique avec une pression importante pour les familles, pour les aidants, pour les neurologues, c'est difficile de se retrouver. Moi, je suis pneumologue, quand j'ai des patients dans ma spécialité qui sont pas, j'ai pas de solution, c'est très difficile à vivre. Donc, j'admets que c'est très difficile. La question, c'est est-ce qu'on doit financer ça au détriment de choses qui sont efficaces? Oui, alors, juste, c'est un vrai problème, et c'est un problème qu'on ne pourra pas continuer sans le résoudre et au niveau de la société. Par contre, là, je vais quand même défendre ma paroisse, c'est qu'on ne peut pas prendre la décision pour une maladie. C'est-à-dire que moi, j'ai fait aussi de la neuro-oncologie avec des glioblastomes qui ont une espérance de vie très courte, hein, de 6 mois sans traitement. Et longtemps, on les a prolongés 2 ans, avec pourtant des troubles cognitifs bien plus sévères que mes Alzheimer souvent, et on les prolonge quand même. Donc, je veux bien, mais alors là, on met à plat tout le monde et on décide, on traite, quoi. Parce que les Alzheimer qu'on propose de traiter, c'est des gens, vous les rencontrez dans le civil, vous ne savez pas qu'ils ont une maladie d'Alzheimer, hein, faut bien se les représenter. Donc, c'est des gens qui sont eux-mêmes capables de se plaindre, classiquement, et qui sont capables de voir le problème. Par contre, il y a aussi un autre problème qui doit entrer dans la discussion de concertation pluridisciplinaire et dont on n'a pas parlé, c'est que ces patients, ils évoluent pas tous pareil et qu'il faut peut-être pas tous les traiter non plus. Claudina Michel, je suis doctorante à Lyon. Et bon, ce que je vais demander, c'est est-ce que, sachant qu'on dépense actuellement 35 milliards environ pour les médicaments en médecine ambulatoire, est-ce qu'envisager de dépenser, je ne sais pas combien de dizaines de milliards pour un bénéfice marginal sur un seul médicament, est-ce que ça a du sens? Est-ce qu'on ne devrait pas à un moment regarder la santé publique globalement, comme cela s'est fait en Grande-Bretagne par le NICE, même si ils finissent généralement par accepter les mêmes médicaments qu'en France? Alors, le coût brut des soins complémentaires, c'est une chose, et on dépense parfois bien plus. Vous savez qu'il y a des traitements, par exemple les CAR-T dans certaines pathologies onco-hématologiques. On est, rien que pour le médicament, très au-delà des coûts qui seraient éventuellement imaginés pour le lecanemab. Donc le coût en soi, c'est une chose, mais ce qu'on peut souligner et que vous avez précisé, c'est le coût pour quel bénéfice. Voilà. Alors quel bénéfice pour le patient, le cas échéant parfois quel bénéfice même pour la société, hein, même si ce n'est pas politiquement correct de l'envisager. Mais effectivement, le primum movens dans ce domaine, et on verra quelle sera la position de la commission de transparence sur ce sujet, en tout cas le dogme qui prévalait jusqu'à présent, c'est que s'il n'y a pas de bénéfice
cliniques, théoriquement, le niveau de SMR, d'ASMR devrait être faible, voilà, ou insuffisant. Et donc ça entraîne toute la cascade d'événements, le non-remboursement, le prix libre, le cas échéant, pour le laboratoire, ce qui pose d'autres problèmes évidemment, et puis la non prise en charge des tests compagnons nécessaires à la mise en œuvre du traitement. Là maintenant, voilà, on a mis sur la place publique, mais on n'est pas les seuls depuis plusieurs semaines, ce débat. Là, tout va rester dans les mains de la HAS, qui va susciter soit des bravos, des hurrahs, soit des critiques très fortes. On peut, quelles que soient les décisions, il y aura forcément des critiques. Les uns ou les autres viendront critiquer cette décision. Moi, je suis content de ne pas participer à la commission de transparence. Oui. Oui, merci. D'abord, merci pour vos présentations. Moi, il me semble que les labos ont compris et ils poussent les associations des patients pour faire pression sur les autorités et ça marche très bien. Et ça, on le voit fréquemment dans les groupes de travail au niveau de l'ANSM. Et donc, on affiche les conflits d'intérêts des médecins, des investigateurs. Et donc, je pense que, bon, à Toulouse, on s'intéresse un peu à la pharmacologie sociale. On s'est un peu intéressé au financement et des subventions des associations des patients. Est-ce qu'il n'est pas temps d'afficher clairement et de sortir de la zone de non-transparence par rapport aux associations, qui va clarifier beaucoup de choses? Et la deuxième question, effectivement, quand on est dans une impasse thérapeutique, c'est légitime, on s'accroche un peu à tout. Est-ce que ce n'est pas la responsabilité des pharmacologues d'intervenir au niveau des associations des patients pour un petit peu contrebalancer les informations qui ont uniquement des laboratoires? Donc, premièrement, vous savez probablement les uns les autres que ces informations sont disponibles. Il y a un site qui capte toutes les données de Transparence Santé. Alors, Transparence Santé, pour naviguer dedans, c'est difficile. Il y a un autre site qui fait la synthèse. Et aujourd'hui, vous allez taper le nom d'une association, d'un médecin, d'un établissement hospitalier, et vous allez avoir le détail de ce qui est versé par l'industrie, hors contrat sur les essais cliniques ou hors convention particulière. Et ça vous donne déjà une bonne idée. Et aujourd'hui, effectivement, quand on va regarder, il y a un certain nombre d'associations de patients qui reçoivent des subventions parfois élevées, pour ne pas dire très élevées, des principaux laboratoires pharmaceutiques qui ont ces molécules en développement. Voilà, c'est tout à fait public, hein, ces données, vous pouvez y accéder très facilement. C'est un vrai problème certainement, surtout si l'information des patients à ce sujet ne vient que des industriels. Et la vraie question, c'est comment aller vers ces associations pour porter un message un petit peu différent, qui ne sera pas toujours contre d'ailleurs, hein, qui viendra parfois même en soutien d'un certain nombre de démarches. Moi, ça ne me gêne pas d'aller parler de l'intérêt de certaines immunothérapies dans le mélanome, où on voit ce que ça a pu changer dans le pronostic des patients ces 15 dernières années. Donc en fait, le problème n'est pas tellement d'être pour ou contre, le problème c'est d'apporter une information juste, voilà, et pas juste une information comme pourrait le dire Jean-Louis. Et ça c'est un élément important pour que les patients, dans une approche entre guillemets de démocratie individuelle, soient le mieux informés possible. Parce que sinon, à un moment donné, il va y avoir un conflit entre ce que pense éventuellement la population générale, parce que ce ne sera même pas que les malades, ce sera par tache d'huile, notamment dans des pathologies comme celle-là qui ont un fort retentissement social. Il y a le malade bien sûr, mais il y a son entourage, il y a les soignants, et vous voyez que rapidement ça fait tache d'huile sur une population qui est beaucoup plus large. Et si l'ensemble de ces intervenants n'est pas parfaitement au clair de ce qu'il est légitime d'attendre, de ce qu'on peut légitimement espérer au regard des données disponibles, qu'elles soient des données de recherche fondamentale, on ne peut pas dire, voilà, parce qu'on bloque tôt, c'est un espoir, sur des données purement expérimentales, que dans 5 ans, dans 10 ans, on aura forcément un traitement efficace. Donc il faut aussi porter ces messages, ce qui veut dire qu'il faut former la population générale, il faut former les médias, pour que ce message de prudence et d'analyse scientifique, on va dire,
le plus objectif possible, même si de temps en temps on peut être un peu subjectif les uns les autres, puisse passer et que les décisions soient acceptées lorsqu'elles reposent sur une base scientifique solide. Louise Laure. Merci pour vos interventions très intéressantes et qui ouvrent le débat. J'ai juste deux, trois petites questions. Effectivement, on peut revenir sur la problématique du déremboursement discutable des IACE à l'époque, parce qu'on ne se rappelle plus, mais c'était quand même un gros aspect médiatique aussi à l'époque, et des associations de patients et de certains gériatres. Et on pourrait revenir sur toute cette polémique de l'époque. Effectivement, au regard de ce qui se passe actuellement, je pense que le moindre des choses, ce serait de re-rembourser ces médicaments indépendamment de l'autre problématique. C'est vraiment... On est totalement d'accord. C'est-à-dire que déjà à l'époque, je pense que ça a été un poids médiatique. Donc on devrait revenir là-dessus. Voilà. C'est un autre point, mais je pense que on devait même le mettre indépendamment de la discussion qu'on a sur les traitements anti-amyloïdes actuellement. Je me pose la question d'une partie du coût assumé par les industriels, en fait, puisque certains traitements dans la sclérose en plaques ont eu des besoins de surveillance imprévus initialement, puis en post-AMM, des découvertes de nouvelles surveillances, où tout était assumé par l'industriel en tant que tel, qui avait très peur que son médicament soit plus prescrit. Alors, la sclérose en plaques, c'est un secteur plus concurrentiel, parce qu'il y a beaucoup plus de médicaments disponibles sur le marché, mais un point qu'il faudrait soulever sur ce coût assumé pour la société, à assumer par l'industriel, s'il veut pousser son médicament, à la limite. Premier point. Deuxième point, on pourrait s'inspirer aussi d'expériences en neurologie, notamment sur la LS récemment, enfin sur la SLA, où on a eu des AMM temporaires avec des poids d'associations de patients. On est dans la même situation de maladie grave, encore plus rapide, mais avec le poids des associations de patients qui est importante aux États-Unis et ici. Et on pourrait se donner, entre guillemets, la chance de voir ces médicaments en vraie vie, tout en avec une prise de conscience des patients du risque qu'ils prennent de prendre le médicament, etc. Mais avec peut-être un aspect confirmatoire ultérieur. C'est une option qui n'a pas été beaucoup discutée, je trouve, dans le contexte actuel. Et enfin, j'aurais bien aimé, j'ai vu que pendant que Dominique parlait, il y avait beaucoup de « non », et j'aurais bien aimé du coup entendre les réponses aux points divers soulevés, indépendamment du gros débat qu'on a là. Et merci beaucoup pour vos interventions. Je ne sais plus sur quoi j'ai tiqué. Merci pour votre intervention. Et oui, c'est vrai aussi que pour nous, c'est créer des filières thérapeutiques. Vous avez pris l'exemple de la CEP, et c'est un bon exemple, avec des traitements qui coûtent très cher, comme le crélisumab. Alors évidemment, ils sont moins nombreux, donc sur le nombre, ça fait moins cher, mais on peut pas décider pour une maladie en fonction du nombre de patients, quoi, ça va pas. Après, ils sont plus jeunes, ça c'est un autre critère. Mais bon, là, c'est un autre débat aussi. En tout cas, la CEP, c'est un bon exemple. Et la CEP, on a commencé avec les interférons qui donnaient pas mal d'effets secondaires et qui finalement n'étaient pas si efficaces que ça, mais qui a permis aussi de lancer les filières thérapeutiques. Et chez les Alzheimer, il n'y a pas tout le monde qui va choisir le traitement. Contrairement à une sclérose en plaques où peut-être sûrement les gens ils ont plus répondu, là ce sera différent. Et au départ, c'est contrôlé justement. Il y a quand même un protocole qui va avoir lieu pour les 1000 premiers patients, comme je vous l'ai dit, pour contrôler les effets. Et on ne sait pas ce qu'ils vont décider. On ne pourra rien faire tant qu'on n'a pas rempli les 1000 premiers patients dans ces 6 pays pendant 12 mois, si je ne dis pas de bêtises. 12 mois de suivi avant qu'on puisse continuer. Donc on va vraiment y commencer très doucement. On est 28 CMRR en France. Si on en fait à chacun, alors vous voyez, en fait, tout le monde, ça va pas être le tsunami qui était prévu, et tant mieux. Mais ça crée des filières thérapeutiques. Maurice. Merci pour toutes vos présentations et ce débat qui est très passionnant. C'est vrai qu'on a souvent tendance à finalement porter les espoirs sur un médicament. Et parfois on en oublie l'essentiel, c'est tout simplement les règles d'hygiène de vie, dont le sommeil qui intervient dans les processus neurodégénératifs, l'activité physique, dans quelle mesure, surtout que finalement ces médicaments sont proposés à des formes débutantes de la maladie. Est-ce qu'on a, j'ai pas suivi la littérature, est-ce qu'on a finalement une comparaison donc d'efficacité entre des patients chez qui on améliore finalement les conditions de vie, l'activité physique, le sommeil, la stimulation cognitive,
où là, on a des éléments cliniques évidents par rapport finalement à une action pharmacologique. Alors les prises en charge multidomaines en général n'ont pas donné beaucoup de résultats au niveau de la recherche. Elles ont été tentées. En fait, ça par contre, ce serait bien en préventif pour toute la population générale tout au long de la vie en fait. Mais même si on les redonne, et ça fait forcément partie de notre prise en charge, parce que nous, on n'est pas dans la thérapeutique, hein, on ne s'occupe pas beaucoup de la disease, on s'occupe beaucoup de l'illness et de la sickness, mais pas beaucoup de la disease. Donc on se concentre, ça fait partie des choses qu'on rappelle. Et ce sont des choses importantes. Mais en préventif, bien avant, quand on s'est lancé, c'est trop tard. Camille est parti. Alors il nous reste 5 minutes. Donc il y a Bruno. Je vais faire assez court. Je vais enlever ma casquette de pharmacologue. Je vais mettre ma casquette d'aidant. Voilà, j'ai quelqu'un dans ma famille qui est atteint de la maladie d'Alzheimer, dont je suis proche et dont je participe à son accompagnement. Aujourd'hui, il y a un élément dont on n'a pas parlé, qui est, on est manifestement prêt, en tout cas certains pays sont prêts à mettre de l'argent sur la table pour obtenir ces nouveaux traitements. On n'a pas parlé de qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre. Et moi aujourd'hui, mon problème en tant qu'aidant, c'est que j'ai du mal à trouver des accompagnants pour ma tante. L'aide à la personne, c'est pas du tout un secteur qui est très dynamique, qui recrute, qui est très attractif. Est-ce que c'est tout à fait naïf de ma part de penser qu'on pourrait peut-être dans un processus démocratique mettre en balance cet argent pour le lecanemab et autres et peut-être une revalorisation du secteur pour l'aide à la personne, ce qui m'aiderait moi aujourd'hui. Alors oui, il faut faire quelque chose pour la formation des aidants à domicile, les auxiliaires de vie, mais pas seulement pour pouvoir recruter du monde dans un domaine où il n'y a personne, pour les former en fait. Il faudrait vraiment qu'on leur apprenne le métier, parce que c'est un métier très dur. Et qui demande une formation particulière, comme les aidants apprennent au fur et à mesure. Mais ils sont payés une misère aussi, hein, donc en plus de la formation, je voyais bien une revalorisation. Après, je suis d'accord qu'il faut prévoir cet argent-là, et le fait que l'efficacité clinique n'est pas parfaite, moi-même j'ai une retenue par rapport à ces traitements. On attendait une vraie efficacité clinique, on ne sait pas ce que ça donne sur le long terme, on est un peu aveugle pour conseiller le patient malgré tout. Mais on ne nous propose pas non plus des essais thérapeutiques prolongés. Et par contre, j'ai envie de vous dire, oui, mais par exemple, pour les patients qui ont des cancers, les cancers, au début, on ne les a pas tous guéris. On a commencé par des traitements et on a fait des progrès aussi, doucement, progressivement. Et on n'a pas dit, on va surtout s'occuper des soins palliatifs des patients qui sont à la maison en train de mourir du cancer parce que c'est ça qui est prioritaire, en fait. C'est aussi un choix qui est... Enfin voilà, je dis pas l'un sans l'autre en fait. Dans mon monde utopique. Oui, c'est dans le monde utopique. Malheureusement, si j'ai aujourd'hui 1 milliard d'euros, est-ce que je le mets sur le lecanemab ou est-ce que je le mets pour aider les familles, en permettre qu'ils prennent des vacances, qu'ils se remettent et qu'ils soignent eux-mêmes en prenant un peu de recul? C'est un vrai choix de société et qui dépasse et dans lequel on a un rôle en termes de santé publique. On arrive à la fin, et malheureusement on aurait pu discuter pendant longtemps, il reste 2 minutes. Si on résume en fait toutes ces discussions, c'est un vrai sujet de société intéressant. On a un besoin médical qui est indiscutable. On a une maladie qui est grave, des patients qui souffrent, des aidants qui souffrent, un vrai besoin et il faut qu'on trouve des solutions et collectivement c'est un problème de société. On a un rôle causal de l'amyloïde qui est, disons-le, discutable. On arrive à la nettoyer complètement et l'effet, on ne guérit pas, on n'évite pas la dégradation. Et donc il y a l'aspect taux, et merci pour nous avoir présenté ces aspects-là. Si on résume, on a une efficacité globalement comparable à celle qu'on avait les inhibiteurs de cholestérase. Mais ils ont été déremboursés pour manque d'efficacité parce qu'ils n'atteignaient pas le seuil de significativité clinique, comme ces traitements n'atteignent pas le seuil de significativité clinique. La seule différence par rapport aux inhibiteurs de cholestérase, c'est que le risque il est beaucoup plus élevé. En termes de micro-hémorragie, en termes d'œdème, on a plus 6% minimum. On sait ce que ça veut dire en termes de pharmacologie, c'est-à-dire que quand on va traiter massivement, on va avoir des hémorragies cérébrales vraies pour de vrai et des morts. Moi, je pense que si ces traitements sont utilisés larga manu, on va assez vite les retirer de fait de ces accidents vasculaires
possiblement avec une efficacité qui est limite de la perception, pour ne pas dire non perceptible. En fait, quand on regarde les effets Ulona, si on regarde les courbes, on gagne grosso modo 3 à 6 mois sur l'évolution de la maladie. Voilà, c'est à peu près ça en termes de déclin cognitif et non perceptible. L'impact sur le système de soins est majeur parce qu'il faut une surveillance répétée, parce qu'il faut des perfusions à domicile. Ça peut peut-être s'être amélioré par des injections sous-cutanées si elles arrivent. Les hôpitaux de jour. Là, actuellement, on n'est pas équipé pour. Donc, c'est-à-dire qu'il faudrait mettre de l'argent sur la table pour équiper les hôpitaux de jour, en plus du coût du médicament, avoir des neurologues, et c'est très bien, mais voilà. Il y a une pression qui va être phénoménale. Elle existe déjà. La pression des familles, on l'entend, c'est le désespoir face à une maladie inexorablement qui s'aggrave, des familles, des patients, une pression des associations de patients qui ne sont pas dénuées d'un lien d'intérêt lié à la pathologie d'elle-même, c'est une première raison, et puis surtout lié à des liens d'intérêt financiers, une pression des neurologues, et je me mets à la place des neurologues, on est face à une maladie qui est très difficile, et quand dans sa spécialité on a des choses à dire aux patients parce qu'on veut les soutenir et les aider, ces outils tels que des médicaments peuvent être un moyen de transition, d'amélioration, de donner de l'espoir, mais jusqu'à quel niveau doit-on financer cette aide-là une pression importante de l'industrie pharmaceutique, et donc il va y avoir des enjeux politiques qui vont être joués très importants. Donc ça va être un peu compliqué. Donc si je voulais faire une conclusion un peu lapidaire, bon, on a des traitements là qui sont proposés, qui ont une efficacité aussi efficace que les inhibiteurs de cholestérase qui sont déremboursés, plus à risque et plus cher. Je vous remercie pour cette session et je remercie énormément les orateurs.